Là, ce qui est plaisant le matin, c'est de descendre en moto. Tu as quand même toutes les odeurs, une vue magnifique que tu n'as pas forcément en voiture. L'odeur du maquis, Pascal ne pourrait s'en passer. Chaque matin, il parcourt 23 km entre l'île Rousse où il habite et Calvi. Et chaque matin, il s'arrête en chemin pour admirer le panorama. Là, c'est beau la vue, n'empêche. Truc de malade. Imagine, on te dit, bah, ta vie, tu vas travailler là. Et c'est ton bureau. Tu l'arranges pas forcément. Laisse-le comme ça, il est très bien. Je signe, hein, direct. Je signe et je resigne. Pascal Esplavali, 40 ans, dirige un centre de plongée sur le port de Calvi. Welcome on board. Il a rendez-vous avec les 4 premiers clients de la saison. Alors, on a Inès, ici, et Johan, juste après. Ils viennent de l'Aveyron ou du Cap-Ferret et ont payé chacun 55 € pour réaliser une plongée insolite. Si tout va bien, on pourra lâcher le boot et commencer tranquillement notre descente jusqu'à 27 mètres de profondeur. Une expédition réservée aux plongeurs aguerris ayant déjà franchi le cap des 20 mètres de profondeur. Ça, on est là, vraiment au pied des remparts. Hein. De ouf, quand même. Il faut tout d'abord s'accrocher à une corde, puis descendre pendant une dizaine de minutes. Lorsque soudain, il apparaît, figé sur le sable depuis le 14 février 1944. C'est un B-17, un bombardier américain. Touché par des chasseurs allemands alors qu'il partait bombarder la gare de Vérone, en Italie. Le pilote a améri en catastrophe. 3 des membres d'équipage n'ont pas survécu. Depuis 76 ans, l'épave est quasi intacte. 32 mètres d'envergure sur 22 mètres de long. Transformée en sanctuaire pour les poissons, on peut y croiser des bancs de sard, des mérous, voire une pieuvre. Il est interdit de toucher l'épave ou d'y entrer. Les morceaux de métal pourraient blesser les plongeurs ou arracher leur détendeur. Cette plongée est l'un des trésors que la Corse offre à ceux qui viennent la visiter. C'était génial, c'était magique. C'est impressionnant. On se sent tout petit et c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, ce matin, on plonge. Cet après-midi, on va aller se baigner en rivière dans les canyons. Demain, on va faire une rando en montagne. Donc voilà, on arrive à tout combiner à un seul endroit, ce qui est quand même assez rare. Combiner en un seul endroit tous les plaisirs des vacances estivales, c'est la grande force de la Corse. La montagne qui plonge dans la mer, 1000 km de littoral, 300 km de plage préservées de la pression immobilière, un maquis au parfum d'authenticité, du soleil garanti, un paradis que se transmettent des générations de familles corses, comme les Balezzi, Félicien et ses 2 nièces, dont l'hôtel-restaurant est devenu célèbre dans le monde entier grâce à un coup du destin. Comme Paul Canarelli, qui transmet à ses enfants son luxueux domaine de bergerie, fréquenté par une clientèle fortunée. Jean-Michel et Karine, eux, ont fait le pari d'amener les touristes à dormir à flanc de falaise. Benoît Lucchini, rédacteur en chef d'un célèbre guide de voyage, vous emmènera vous baigner à cheval dans des eaux cristallines. Il vous fera aussi rencontrer l'homme qui, le premier, a fait découvrir aux randonneurs la Corse de l'intérieur. Où tu regardes et tu vois l'infini. Et ça, c'est fabuleux. Tous vont ouvrir leurs albums photos et raconter leur histoire. 63. Ça, c'est moi quand j'étais jeune et costaud. Allez. Ah oui, Elodie. Le bâton de ma vieillesse. Elodie,
Chaque été, Félicien Balezzi, 79 ans, et sa nièce montent au-dessus de leur village, où avec les premières chaleurs fleurit l'alba baronne, le thym sauvage corse. Tu vois, il est en fleurs, il est super. Je ne prends que la partie fleurie avec quelques petites feuilles. Voilà. Il ne faut jamais arracher les racines. Cette plante aromatique, ils s'en servent en cuisine dans le restaurant familial. Cabri, agneau de lait, cochon de lait, ça donne un parfum exceptionnel. Hein? C'est leur petit secret, transmis de génération en génération. Si les gens viennent chez nous, c'est pas pour manger une entrecôte et point. Avec un beurre persillé. Chez eux, c'est ici, au sud de la Corse. Le village de Cuenza, perché à 810 mètres d'altitude. 200 habitants, une église, un bureau de poste et le Sole e Monti, traduisez soleil et montagne. Plus qu'un restaurant, une institution. Cabri est propre. Allez, va. Depuis son ouverture en août 1968, Félicien y a toujours travaillé. Mais ces derniers temps, Si tu dégages ça, ça va juste là-dessus. Voilà. il partage sa cuisine avec Élodie. Moi, c'est juste le temps de dégraisser ça. Il faut la journée pour préparer cette spécialité riche à base de charcuterie. On fait tout bien rissoler, là. Figatelli, ventrèche, pancette. Fait bien descendre tout le gras. Hein, Un classique de la gastronomie des montagnes, auquel Félicien ajoutera légumes et haricots de Soissons. Ça, je peux débarrasser. Oui, on peut débarrasser de tout. Hein. Le tout sous le contrôle étroit d'Élodie. Ah, tu veux pas que j'enlève le figaté? Non, tu enlèves rien. Car malgré les apparences, c'est elle qui tient aujourd'hui les rênes de la cuisine. Oui, là. C'est moi qui organise le travail. Je veux dire, après, il peut pas être là toutes les minutes à faire un truc. Donc on fait... Alors il est content quand je demande, et moi je suis contente quand il fait. Quand ça devient une passion, disons qu'on y est volontiers. Hein. J'imagine mal ne pas être là. 2 générations les séparent, mais ils cohabitent, et plutôt bien. Chacun a son style. Rustique pour Félicien, plus élégant pour Élodie, qui sublime les produits du haut pays corse, comme le veau local en ravioles, ou ces chèvres frais du village, servis en salade. Diplômée de l'Institut Bocuse, née en management, jamais la jeune femme n'aurait imaginé devenir chef. J'ai pas fait cuisine. Non, moi je pensais travailler dans les hôtels ou même reprendre l'hôtel, mais tu vois, plutôt dans la gestion. Et puis de toute façon, quand on a une maison comme la nôtre, si on veut qu'il y ait l'âme qu'on veut donner, il faut que faut faire soi-même. C'est pas possible, on peut pas déléguer ça. Parce que dans la cuisine, c'est qui on est, sinon ça marche pas. Élodie a pris la suite de son oncle il y a 10 ans et s'est associée avec sa petite sœur. Estelle, 33 ans. Elle gère l'hôtel et le service du restaurant. Petite carte, je vous laisse regarder. Derrière, vous avez le vin. Vous désirez un petit apéritif, hein? Non, on va prendre le vin. Le vin? Allez, je vous laisse regarder. Cette année, pour cause de confinement, les sœurs Balezzi ont ouvert avec 2 mois de retard. À table, peu de touristes. Et après, c'est pour les enfants. Ah oui, c'est vrai, 5. Ah oui. Les clients sont des habitués et essentiellement des Corses. C'est calme. Il y a nos collègues qui ne sont pas encore ouverts. C'est une année à blanc. Non. Une seule employée, Sabrina, est revenue pour les épauler. En temps normal, jusqu'à 10 saisonniers travaillent au Sole e Monti. Cet été, les membres de la famille devront redoubler d'efforts. On a été obligés de se retrousser les manches et de toucher à tout. Et c'est un avantage parce que du coup, quand on a une crise comme ça, on arrive à faire tout seul. Et pour sauver la saison, reste un enjeu de taille. C'est d'arriver à payer nos charges, d'arriver à avoir payé tous nos employés, à payer nos charges et qu'on soit quitte. Après, on a fait comme tous les restaurateurs, on a dû faire un prêt pour pouvoir vivre pour cet hiver, parce que sinon on n'allait pas tenir. Un emprunt de 100 000 €
pour couvrir leurs frais, car le chiffre d'affaires ne devrait pas dépasser les 25% de celui de l'an dernier. Les sœurs Balezzi comptent sur la réputation de l'affaire familiale pour faire venir les clients. Et aussi sur l'âme des lieux, leur oncle Félicien, toujours aux petits soins. Et toi? E toi, ça va? Come Cristo. Ti mangi un morso, come si dice nel nord. Tu te manges un bout. Un morso, si dice. Allez, bon appétit, il faut manger. Merci. Et mon diable. Eh oui, cochon de lait, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, oui. Voilà, mais il reste que les os. Hein? Voilà, c'est bien, c'est bien. Ce couple a dîné à l'auberge la veille. Ils n'ont pas hésité à faire des dizaines de kilomètres pour revenir. Et puis donc, madame a vu qu'il y avait du cochon de lait sur commande. Elle voulait savoir si on pouvait commander pour aujourd'hui. Et comme la réponse a été oui, on est revenu. C'est très bon. C'est super bon. Comme eux, la plupart des clients finissent toujours par revenir. C'est ce qui a fait le succès de l'établissement. Et même la renommée internationale de Félicien. Bon, si tu veux, 63. Ça, c'est moi quand j'étais jeune et costaud. Ça, c'est mon père. Papa. Le voilà, là. Le papa. Charles Balezzi, le papa de Félicien, rêvait de garder toute la famille au village. Il bâtit alors un hôtel-restaurant pour la faire travailler. Inauguré en 1968, Félicien a alors 27 ans. Il rêvait de devenir ingénieur ou pianiste. Il sera finalement l'homme orchestre de l'affaire familiale. À la réception, au fourneau, en salle et même à la guitare pour accompagner les dîners. Les stars du Tour de France passent souvent par chez lui. Ça c'est la casquette que m'a offert Eddy Merckx, tu vois. Il était là à l'hôtel. C'est des reliques, hein, ça. Mais le destin du Sole Monti va basculer au début des années 70 avec la visite d'un couple d'Anglais. Mr. Hogg et son épouse commandent une crêpe à base de champignons et de joues de porc. Ils sont tellement séduits qu'ils s'installent à l'hôtel. La seule chose que je ne savais pas, c'est que Gary Hogg était un écrivain qui a fait un livre sur la Corse, un livre qui a eu un succès énorme. Elle était journaliste au Guardian aussi. Et elle nous a fait vraiment des grandes pages sur Coens et sur les Montes. Hein. Ça a été, on peut le dire, ça a été pour nous, ça a été quelque part un coup de chance, un coup du destin. Regarde, ils avaient été subjugués par le village, par l'ambiance, Quand j'y pense, j'en ai les larmes aux yeux. Un chapitre entier lui est consacré. Une ode à Félicien. Mais autant de pages sur Coenza, tu vois. Le best-seller, sorti en 1973, provoque une ruée de clients britanniques. Parmi les plus célèbres, Denis Helley, alors chancelier de l'Échiquier, ou encore Margaret Thatcher, qui y séjourne une semaine. Depuis cette grande époque, l'hôtel a gardé ses lignes très 60s. Sa façade de granit. Et dans les 20 chambres, malgré d'importants travaux de rénovation, les nièces de Félicien ont préservé l'esprit des lieux. Donc les premières chambres qu'on a refait, c'est celle-là. Il y avait de la moquette au sol. Moi, quand j'étais enfant, il y avait même de la moquette sur les murs. Donc quand je m'amusais à mettre le doigt et à glisser, ça brûlait un peu. C'est très sympa. Et on a gardé de l'ancien, on ne pouvait pas tout racheter. Du coup, ça, c'est de l'ancien, tout ce qui est... Et ça revient à la mode, donc c'est plutôt cool. Et on a des habitués qui reviennent depuis 20 ans et ils ne se sont pas sentis dépaysés, quoi. En pleine saison, il faut compter 120 € la nuit pour une chambre plein sud et l'air frais des montagnes. Mais comme dans toute maison avec un peu d'histoire, il y a parfois des soucis de maintenance. On va devoir le défaire. Bon, ben on va devoir appeler mon père. Charles, le frère de Félicien, est devenu malgré lui l'homme à tout faire de l'hôtel de ses filles.
Oh, mais... Tu veux que je l'embrasse? Attends. Merci. Oh, pauvre de moi. Attends, regarde si les lumières marchent. Elle disait que les lumières ne marchent pas. Je pense que c'est le compteur. C'est le compteur qui a sauté, je pense. Tu sais, le petit compteur en haut. Vas-y. Ça marche, ça y est. Ça y est. Ça marche. J'arrive. Impeccable. Dès qu'il y a un problème, c'est toujours lui qui vient à la rescousse. Ils ne font que ça, m'appeler. Papa, on a besoin. Mais quand je demande quelque chose de moi, tu entends, hein? Oh, ça vous fait plaisir quand même de... Mais bien sûr. Ouais. Enfin, bien sûr que ça me fait plaisir. Depuis un mois, les sœurs se sont lancées un nouveau défi. Il y a des façons d'appeler. Moi, je te dis la nôtre. Faire leur propre viande. J'essaye, c'est ça. Là, comment elles sont belles. Xavier Vincenzini, éleveur de porcs corse, les conseille et les accompagne. Tu vois, qu'est-ce qu'elle a là sur l'épaule? Et des fois, ils se mordent. Ces cochons sont des porcs noustrales, élevés en liberté. Ils sont reconnaissables à leur robe noire et leurs groins allongés. Hop. Tu vois, il est beau, lui, parce qu'il n'a pas des chevilles énormes. Tu vois, l'éléphant... Non, il est beau, hein, il est magnifique. Un critère de race, c'est les chevilles, les pieds fins. Pour féconder la dizaine de femelles de l'exploitation, Xavier leur a donné Bernard, Là, c'est juste le sexe. un Vera qui ne chôme pas. C'est transitoire. Il est venu là pour ça, viens. Ouais, c'est vrai. C'est son... Bah, tu vois, j'avais jamais vu, voilà, c'est la première fois. Bah, Bernard, je le vois plus avec les mêmes yeux. Hein. Il remplit bien sa mission, tu vois. Je suis content. Tu es content, tu es fier, tu es fier de lui, là. Là, tu es fier de lui, là. Dès septembre, Élodie aura les premières portées. Et d'ici 4 ans, sa toute première production de charcuterie corse. C'est beau, hein. C'est bien d'avoir ces animaux et tout. Et puis en plus, quand tu as un restaurant, c'est vrai que c'est vraiment... Et ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire. Le cochon, tu l'as élevé et dans les bonnes conditions et tu sais ce qu'il y a dans l'assiette, même si avec nous, tu le sais aussi. Mais quand c'est du hyper local, c'est très bien aussi. Pour faire vivre le tourisme loin des plages, les Balezzi misent donc sur le terroir et l'accueil familial. D'ailleurs, ce soir-là, le restaurant est quasi plein. Les haricots à la Corse de Félicien sont sur toutes les tables. Bon appétit. Merci. En bouche, c'est... Comme on dit en Corse, ça fait isaltimbocca. Ça veut dire que ça fait comme une explosion dans la bouche. Ça, c'est vraiment le plat traditionnel, comme on les aime en Corse. Hein. Bonissime. Une cuisine traditionnelle, une belle histoire familiale, les bons ingrédients pour figurer dans le guide touristique le plus vendu en France. Réveil matinal face à la baie de Propriano. Bercé par la mer qui vous racontera 1000 histoires, avec la voûte étoilée pour seule lampe de chevet, protégée par de fiers soldats de granit qui veilleront sur votre sommeil, ce qui deviendra sans doute un temps fort de vos nuits corses. Cet homme n'est pas ici pour rédiger ses souvenirs de vacances. Il est en mission. Préparer les vacances des autres ne sont pas des vacances, c'est un vrai travail. Mais c'est un travail exaltant. Benoît Lucchini, 58 ans, est rédacteur en chef au Guide du Routard. Il vient de passer la nuit à la Belle Étoile dans une chambre d'hôte dont il va faire la chronique pour la prochaine édition. Jusqu'au parking du refuge de Bouquinaire. Avec Louis, un stagiaire à qui il apprend le métier. Il parcourt l'île pendant 2 semaines pour découvrir de nouveaux trésors. Allez, c'est parti. Et mettre à jour les bonnes adresses qu'il recommande à ses lecteurs. Un enjeu de taille, car l'édition corse est la plus vendue de toute la collection. 100 000 exemplaires par an, pour une île qui souffre encore d'une réputation de destination chère, à l'accueil parfois un peu rustique. Je pense que ce qui a changé dans le tourisme en Corse, c'est pas les touristes, c'est peut-être en partie aussi les Corses. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part des Corses, qui sont beaucoup plus ouverts.
Au sud de Propriano, entre terre et mer, direction Tizzane, l'une des régions les plus sauvages de Corse. Benoît a rendez-vous pour une randonnée à cheval. Santu Pultro. Cette balade a déjà été testée une première fois de manière anonyme il y a 2 ans. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes Stéphanie? C'est ça. Que j'ai eu au téléphone, hein? Tout à fait. Super. Bon, vous êtes prêts? Cette fois, Benoît se présente. Il vient vérifier que l'activité reste toujours accessible à toute la famille. On est des amateurs, hein? Aucun souci. Les chevaux sont habitués à avoir des personnes de tout niveau, donc c'est pas un souci. Voilà les écuries avec les chevaux qui nous attendent. Alors, avant de partir... Comme les autres clients, il a payé sa participation, 90 €, Donc, toi, tu prends et il va vérifier chaque détail. Vous allez prendre nez bio. Salut Nébio, moi c'est Benoît. On va faire une balade ensemble. Ça te va? Hein? Ce qui m'intéresse déjà, c'est que... Ok, tout le monde a la... Tout est fait avec sérieux. Les filles, elles sont allées s'équiper. La Ok, je bombe, fais une petite vérification le du brief, matériel. l'adaptation des chevaux au niveau de chaque personne. Ok, donc dès que ça monte, on se penche en avant et on essaye de se mettre en équilibre. Dans les descentes, c'est l'inverse. Toujours les mains basses, je recule à peine les épaules. Alors ça va attaquer fort, hein, tout de suite. Très bien. C'est parti pour une balade à travers le maquis. Youhou! 2 heures plus tard, arrivé sur une plage quasi déserte, au galop. Allez, là! Va? T'as été? C'est quelque chose. C'est super, non? Voilà, vous pouvez vous mettre en maillot de bain. Bah, je découvre la plage d'argent. Et... J'ai plus de mots, là, j'ai plus d'adjectifs. Il va falloir que j'en trouve, là, parce que... Regardez la couleur de ce sable, là. Il fait un doux et merveilleux. Est-ce qu'il y a véritablement besoin d'aller au bout du monde? Parce que on est au bout du monde ici. Cette plage ne figurait pas dans la précédente édition du guide. Il va l'y ajouter, ainsi que cette baignade insolite à dos de cheval. Oh, je crois que c'était pas le plus beau plongeon de ma carrière. Prochain rendez-vous, le test d'un restaurant. C'est ce qui a fait la réputation du guide, les bonnes petites tables. Pour qu'un enquêteur maison se déplace, il faut qu'au moins 3 lecteurs aient signalé une nouvelle adresse. C'est le cas aujourd'hui, près de Propriano. C'est un repère d'habitués et nous y avons très bien déjeuné lors de notre séjour l'an dernier. On finit aujourd'hui? Les visites de restaurants se font toujours de manière anonyme et à 2. Nous filmons en caméra cachée. Tout ce qui vient de la mer, là en l'occurrence, est assez cher. Mais qu'il y a toujours des solutions à moins de 20 €. Une espèce de plat repas. Mademoiselle, s'il vous plaît. Et je voulais savoir, vous avez un menu le midi ou le soir? Un menu entrée plat dessert, tout compris, ou c'est juste à la carte? Mais vous allez en avoir un? Pas de menu, mauvais point. Benoît va tester maintenant la serveuse pour voir si elle connaît bien sa carte. Le tartare de thon rouge, c'est local? C'est une pêche? Exactement. C'est une pêche locale? C'est le thon méditerranéen. D'accord, et c'est du frais local, donc. Parfait. Et sinon, je vois qu'il y a un bateau de pêche, c'est un pêcheur? Et c'est lui qui vous ramène de la pêche locale? C'est ça, exactement. Ah, c'est lui. Donc c'est vraiment directement du bateau à l'assiette, là? C'est ça. D'abord, je prends une soupe. Pour commencer, il commande toujours le plat le moins cher de la carte. Ici, la soupe de poisson à 15 €. Je comprends. Et là, je vois que j'ai Une jolie attention. J'ai une belle soupière, donc là, j'ai l'équivalent de au moins de 2 ou 3 assiettes. Il y a aussi le test de la carafe d'eau. Carafe d'eau, c'est un bon test. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Si elle arrive dans la foulée, comme c'est arrivé là. Elle est là. C'est aussi un signe. Puis vient la spécialité du jour. Il est bien servi. Le thon rouge de Méditerranée. Il est vraiment véritablement goûteux. Frites maison, je peux? Il est vraiment... Bon aussi. Un poil molle, mais ça, c'est la température. Mais elles sont bien cuites. On se dirige vers quelque chose de très positif. À la fin du repas, Benoît ne révèle jamais qui il est et paye toujours son addition. Une entrée, 2 plats, un verre de vin et un café,
64,90 €. Ce n'est pas donné, mais en Corse, c'est le prix moyen d'un restaurant sur la plage en cette saison. Cette adresse fera donc son entrée dans la rubrique prix moyen à plus chic. Cela signifie en moyenne entre 20 et 30% de clientèle en plus pour l'établissement. C'est évident, hein? Super. Faire ou défaire des réputations, une énorme responsabilité pour cet homme qui a chroniqué plus d'une 50aine de pays pour le compte de son guide. Il y est entré en 1986. Ses premières missions l'envoient au Burkina Faso, en Inde, en Malaisie ou à New York. En 35 ans de carrière, ce Parisien a fait plusieurs fois le tour de la planète, mais il est un coin où il revient toujours, Monachi-Dolène. Oh Paul, ça va? C'est le village d'où est originaire sa famille paternelle. Depuis son plus jeune âge, il y passe toutes ses vacances. Sa mère est décédée, son père est revenu y vivre à la retraite, après une carrière de policier à Paris. Âgé de 91 ans, il préfère rester chez lui à cause de la situation sanitaire. Nous ne pourrons pas le rencontrer. Mais Benoît nous emmène sur la plage de son enfance, où il a rendez-vous avec sa cousine Marie-Jo et son cousin Jean-Noël. Oui. Nos parents ont tous travaillé en région parisienne, hein, parce que le boulot, c'est là qu'on trouvait. Hein. Si on ne voulait pas être agriculteur ou élever des cochons ici, et dans les années après la guerre, bon, les gens avaient envie d'autre chose, sont montés à Paris. C'est bien. À chaque fois qu'ils se retrouvent, les cousins ont leur petit rituel. On fait un petit tour au pied de la tour et on fait au moine. Qu'est-ce que t'en penses? Faisable. Là, c'est une tour génoise la tour du village. Là, on est au phare de l'écueil des moines qui palissent tous ces écueils qui sont là et sur lesquels des dizaines et certainement des centaines de bateaux se sont échoués par le passé. Vous, ça vous rappelle quoi, ce phare, alors? Ah bah on venait quand on était môme et on se baignait au phare et on plongeait. Il y a des endroits que vous lui interdisez de mettre dans le guide, vous qui êtes des locaux, là? Pas besoin de lui interdire. De lui-même, il les conserve jalousement pour ses proches et pour lui-même. Ce qui est vraiment naturel. La baignade, parmi les cormorans, restera une histoire de famille. De celles qu'on ne référence pas dans les guides touristiques. Après cette journée balnéaire, Benoît poursuit son road trip en direction des montagnes de l'Alta Rocca, une autre Corse, plus âpre, plus sauvage. T'as vu toujours ces gros blocs de granit, hein? Au bout d'une route chaotique, le plateau du Couchionne, à 1400 mètres d'altitude. L'homme qu'il retrouve, c'est Jean-Paul Quilici. Je crois que vous êtes Jean-Paul. 76 ans. Enchanté, Jean-Paul. L'une des figures de l'île. Je suis ravi de vous rencontrer. Je vous connais de réputation depuis... 30 000 personnes. C'est le premier Corse à avoir obtenu le diplôme de guide de haute montagne. Alors on prend quel sentier, Jean-Paul? Vous nous en êtes sur quel sentier? Sentier de l'eau. Sentier de l'eau. Donc c'est là où... Dès les années 60, Jean-Paul a tracé des centaines de sentiers de randonnée à travers la Corse. Il fait partie de ceux qui ont dessiné le fameux GR20 qui traverse l'île du nord au sud. Moi, je conseille de louer une tente et de partir léger. Ce matin, il leur fait découvrir ce plateau qui ne ressemble à aucun autre paysage corse. Traversé par une multitude de petits ruisseaux, formant des mares appelées pozzines. Même en plein été, il y fait frais, l'herbe est aussi verte que sur un green de golf. Ça me fait penser à certains paysages irlandais ici. Mais tu as dit la vérité. On sent bien qu'on est sur un sol spongieux où l'eau remonte de partout. Pourquoi? Parce que le sous-sol, il est granitique, il est dur. Ouais. Disons que l'eau reste en surface. Entre 4 000 et 14 000 ans, il y avait des lacs glaciaires, là. Et au milieu de cette herbe verte, des petits chevaux sauvages. On dirait des mustangs. La race cheval corse, réputée pour sa robustesse et sa résistance à la chaleur, a failli disparaître à la fin du XXe siècle. Mais des éleveurs l'ont sauvé de l'extinction. Dans chaque groupe, il y a un mâle, vous voyez, et les chevaux de là-haut ne se mélangent pas avec ceux-là. Des chevaux et aussi des cochons.
Salut toi. Moi c'est Benoît, et toi? C'est bon? Salut. Salut. Jamais vu un cochon qui vient me voir d'aussi près. Un cochon sauvage. Et les cochons, lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mangent les truites. Ah oui, Ah oui. carrément. Ah oui, Le cochon chasse la truite. La truite. Ils sont là, avec les pierres, et la truite se met sous la pierre et bouscule et bien manger la truite, oui. Ça fait un encadré pour le routard, tu vois. Parce que celui qui va le lire sans être sur le plateau du Couchonne, cette histoire de truite, va dire tiens, ça c'est sympa, j'ai envie de voir ça. J'ai envie d'essayer de voir des truites dans les ruisseaux. Et donc ça va faire venir des gens. Et puis ça va faire aimer ce plateau, tout simplement, avec éventuellement un peu d'humour, un peu de cocasserie, etc. Et c'est des gens comme Jean-Paul qui ont ces histoires. Moi je les ai pas, moi je les connais pas. Nous on va être un passeur. Alors que Benoît termine son tour de Corse, Jean-Paul Quilici nous invite à découvrir un autre panorama, cher à ses yeux. Ce passionné de montagne a opéré une petite révolution culturelle il y a 50 ans. À l'époque, le tourisme dans l'île était entièrement tourné vers la mer. Le Corse, avant toute chose, c'est un paysan qui va en montagne pour le travail, les bergers, les bêtes, la pêche, la chasse. On ne va pas en montagne pour le plaisir. Sa grande fierté, c'est d'avoir ouvert des voies d'escalade dans ce massif, les aiguilles de Bavella, et en avoir même baptisé certains sommets. Le sommet là qui est avec les deux pointes, Punta Goccia, après Pietrasulana, la pierre au soleil. Ensuite, la grande dalle grise au fond, à Taro, la table. Je revois les moments où j'étais au sommet de ces pointes, de ces tours que j'ai côtoyées, que j'ai grimpé et que j'ai escaladé. Sur le Gervin qui traverse, qui passe par là-bas, oui, j'ai des souvenirs qui sont très forts. La vie de ce jeune Corse n'était pourtant pas du tout tournée vers la montagne. Envoyé sur le continent à l'âge de 15 ans pour trouver du travail, c'est un événement dramatique qui va tout changer. J'étais boulanger-pâtissier, j'étais pas grand-chose. Puis un jour, en allant à la plage, j'ai eu un accident de moto. Ça m'a fait, j'ai eu 23 jours de coma avec une paralysie du côté droit. Et sur mon lit d'hôpital, un copain, un ami m'amène premier de cordée de Frison-Roche. Et je jette un défi, un sort, en disant en moi-même, un jour je serai guide moi aussi. Après 5 ans de rééducation, il intègre l'école des guides de Chamonix, puis enchaîne les expéditions, les Andes, l'Himalaya, le Spitzberg. Aujourd'hui, à 76 ans, il continue à emmener des groupes dans les montagnes et à entretenir les sentiers de randonnée qu'il aime tant. Avec ses 1700 sommets, la montagne corse est un terrain de jeu idéal pour s'offrir des sensations fortes. Je vais essayer de ne pas regarder en bas. Un vertige? Je tremble Non. déjà. Non. Elle est courageuse, elle est courageuse. Johan et Christina escaladent une paroi de 80 mètres sur une via ferrata, un itinéraire sécurisé par un câble appelé ligne de vie. Voilà, tu viens de transférer ici vers moi. Parfait. Là, si t'es bien, tu fais ton passage de câble. S'ils sont là, ce n'est pas pour le simple plaisir de l'alpinisme. Mais pour rejoindre leur chambre d'hôtel. Après une demi-heure d'escalade, la délivrance. Ça y est. Ça s'est passé? Super. Waouh, c'est magnifique. Un petit cocon avec vue imprenable, perché à 900 mètres d'altitude. Alors, couette très très chaude. Les lampes, ce sont des lampes solaires qui vont s'allumer automatiquement quand la nuit va tomber. Si vous voulez les éteindre, vous verrez en dessous, il y a juste un petit interrupteur. Un petit livre d'or si vous voulez nous laisser un petit message. D'accord, super. Une occasion particulière? Oui, c'était un anniversaire, pour un anniversaire, un cadeau d'anniversaire. Voilà, précisément. Bon, bah, c'est pour vous le cadeau. Très très beau cadeau, ouais. ouais, non, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ça vaut le coup de monter. Un cadeau à 300 € la nuit. Choisis ce côté, hein.
Ouais, il y a une belle vue là. Ouais. Ouais. Une nuit à la belle étoile, avec seulement le bruit du vent et des animaux de la forêt. Des chambres comme celle-ci, il y en a 4, toutes accrochées sur cette falaise de l'Ospedal, un village de montagne à 20 km de Porto Vecchio. Un concept unique en France, créé par Karine Bordeaux, une Lyonnaise installée en Corse depuis 25 ans. Bon, là, il commence à faire vraiment très chaud. Donc, on a des insectes qui rentrent. Et je viens les enlever avant que les clients arrivent. On a des petites mouches, des petits moucherons. Le cocon numéro 1 est réputé pour son fameux trône du roi. Et les toilettes du Coucou pourraient figurer au top des toilettes avec la meilleure vue, quand même. Pourquoi? Viens voir. Tu vas t'asseoir. Moi, je voulais pas mettre de porte. Hein. Lancé en 2016, le Cocoon Village n'a pas tout de suite trouvé son public. La première année, on a des gens qui ont dormi dans les voitures. Voilà. Peur du noir, peur de la nuit, peur d'être dehors, voilà. C'est différent, hein, la nuit. Quand on est dehors, il y a des bruits qui sont différents, puis tout est amplifié. Donc il suffit, je sais pas moi, d'une belette qui se balade dans les feuilles mortes, ça fait un boucan de tous les diables, et ça peut être impressionnant. À l'origine de ce projet, sa rencontre avec Jean-Michel, un Corse, en 2008. Lui est alors propriétaire d'un parc d'Acrobranche. C'est le coup de foudre. Elle plaque son travail de directrice de la communication pour le rejoindre à Porto Vecchio. Ils se marient et Karine monte un centre de saut à l'élastique. Mais très vite, elle cherche une alternative au tourisme de masse qui est en train d'envahir la Corse du Sud. On a un site qui est absolument magnifique, avec une vue qui est spectaculaire. Et c'était comment faire partager la chance qu'on a, en fait, d'être ici à tout un chacun, en restant quand même... Alors, l'élitiste, c'est pas le terme, mais... C'est-à-dire cette envie de se retrouver dans du rien, avec la nature autour, et point. Et pas forcément la chambre d'hôtel. Les travaux commencent en 2015 et durent 9 mois. Jean-Michel, spécialiste en escalade, fabrique et installe tout. Les autorisations sont obtenues grâce au parc d'Acrobranche, qu'il gère sans aucun problème depuis 20 ans. Seule contrainte, les cocons doivent pouvoir être démontés sans laisser aucune trace sur la falaise. Ils doivent pouvoir supporter un poids de 2,5 tonnes et résister à des rafales de vent de 160 km/h. Chaque matin, Jean-Michel est préposé au petit-déj. 20 kilos de café, thé et croissants qu'il doit déposer avant 8 heures devant chaque cocon. Il avale les 80 mètres de falaise en 10 minutes. Ça va? Alors, comment s'est passée cette nuit? Très bien. Christina et Johan sont encore sur leur petit nuage. On a énoncé tout ce qui était au rendez-vous. La nature, le silence, le chant des oiseaux, les odeurs du maquis, la vue, qui est quand même à couper le souffle. Offrir la nature à quelques privilégiés. En Corse, un domaine en a fait sa signature. Au sud de Sartène, entre criques turquoises et vallées sauvages, voici le très discret et très sélect domaine de Murtoli. Une vingtaine de bergeries du XVIIe siècle, reconverties en hôtels de luxe, qui attirent stars, grands patrons et personnalités politiques. On a pu y croiser Leonardo DiCaprio ou le couple Sarkozy. Murtoli, c'est le projet fou d'un homme à la réputation sulfureuse, qui à sa façon a révolutionné le tourisme en Corse. Paul Canarelli, 52 ans, parcourt régulièrement les 50 km de piste du domaine avec sa fille Santa, 20 ans. Ou alors on va monter par là. Papa, la dernière fois que je suis montée, était... Oui, mais c'est toi qui te volant. Ces terres, uniquement agricoles à l'origine, il en a hérité de son grand-père. Il y a 25 ans, il a une idée qui va changer sa vie et celle de sa famille. Faire du rustique le comble du haut de gamme. Quand vous annoncez à votre père qui est
qui est propriétaire d'un hôtel relais château classique, que vous allez faire venir le même type de clientèle sur des routes poussiéreuses, dans des endroits où il n'y a rien, ni mes amis, ni ma famille, personne n'y a cru. Seul son banquier lui fait confiance. Il lui prête suffisamment d'argent pour réaliser son rêve. Restaurer les bâtisses en ruine où les bergers stockaient du foin pour leurs bêtes. 20 bergeries sont ainsi retapées les unes après les autres, puis louées à de riches vacanciers. Aujourd'hui, le domaine emploie 150 personnes et réaliserait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Là, actuellement, il y a plus de 2000 hectares. Plus de 2000 hectares D'un seul tenant. Un territoire qui a connu quelques batailles, surtout judiciaires. L'affaire la plus connue concerne cette bâtisse génoise. Après des années de procédure, en octobre dernier, Paul Canarelli a été condamné pour l'avoir exploitée alors qu'elle ne lui appartenait pas. 12 mois de prison avec sursis, 80 000 euros de dommages et intérêts. En ce moment, un autre bras de fer l'oppose à une association écologiste qui estime que le propriétaire de Murtoli privatise la plage devant ses bergeries, alors qu'elle est censée appartenir au domaine public. Des querelles auxquelles Paul Canarelli ne veut pas mêler ses enfants, à qui il est en train de confier l'avenir de l'entreprise familiale. C'est à moi de gérer ça en père de famille responsable qui assume totalement ce qu'on peut me reprocher. Mais alors totalement. Et si c'était à refaire, je le referai, et je le signe et je l'annonce. Ça ne changerait rien, ça changera rien. Comme il a l'habitude de nous dire, je sais pas si c'est pour nous rassurer ou nous protéger, mais les chiens aboient, la caravane passe. Et j'ai bien intégré cette phrase. Et on va les laisser aboyer et la caravane va passer. Santa vient de terminer ses études d'hôtellerie. Après des stages dans les plus beaux établissements internationaux et parisiens, elle travaille aujourd'hui à plein temps sur le domaine. L'une de ses missions, s'assurer que les maisons sont prêtes avant l'arrivée des hôtes. Tu sais à quelle heure ils arrivent? Ce matin, visite avec Julie, la gouvernante en chef. Le champagne et tout, c'est bon du coup? Oui. En plus, c'est bien avec le mot, la branche d'olivier. Donc soit dans le frigo ici, soit dans le frigo de la cuisine extérieure. C'est mieux de le mettre ici comme ça. Cette bouteille, c'est un cadeau pour un couple qui vient fêter son anniversaire de mariage. Revue de détail jusqu'au filtre de la machine à laver. C'était propre quand c'est arrivé? Non. Vérifier qu'il n'y a rien qui a été abîmé par les clients précédents, qu'on n'a pas eu de problème parce que forcément on est en pleine campagne et donc le wifi, la télé, s'il y a une coupure de courant, ça a pu faire quelques dégâts. Cette maison est l'une des plus petites. 1 340 € la nuit pour deux en pleine saison. Le côté extérieur demande autant de travail que l'intérieur. Donc là on arrive au niveau de la piscine et de la cuisine d'été. Et pour s'offrir la bergerie la plus grande, il faut débourser 7 000 € la nuit. Cet été, en dépit de la crise, toutes les bergeries sont réservées. Un patrimoine que Paul Canarelli vient de léguer à ses 4 enfants, dont 3 travaillent avec lui. Les jumeaux, Paul et Toussaint, 19 ans, et Santa. Il a pourtant reçu des offres de rachat mirobolantes, dont l'une d'une famille royale d'un pays du Golfe. Mon grand-père me disait toujours, quoi qu'il arrive dans ta vie, ne vends jamais cet endroit. Donc, de mon vivant, cet endroit ne sera jamais vendu. Jamais, quel que soit le prix. J'ai eu des propositions complètement folles, ça ne m'a même pas fait vibrer. Santa et ses frères se retrouvent donc multimillionnaires à 20 ans. Pourtant, pas question de se laisser aller. J'ai horreur des fils à papa, donc j'ai essayé d'élever les miens pour qu'ils ne le soient pas. C'est pour ça que je les ai toujours fait travailler l'été, pendant leurs vacances, ils ont toujours donné un coup de main. Et j'ai, entre guillemets, été dur avec eux. Je pense qu'ils ne le regrettent pas. Mais c'était justement pour qu'ils méritent leur place.
Du coup, on peut signer ton licenciement maintenant, comme ça, Ouais. c'est Il officiel. faut quelque chose. Ouais, mais chaque fois qu'on se réunit, j'ai peur qu'ils me disent allez, casse-toi. Mais ça va arriver, on est en train d'organiser ça. Ouais, je ne suis que Un salarié. que le fruitier. Et je vois qu'ils ont envie d'ouvrir la porte pour que je sorte vite. Mais bon. Non, on te gardera toujours auprès. Ah, c'est gentil. Mais tu prendras plus les décisions. C'est gentil. L'hôtellerie pour Santa, le domaine viticole pour Paul et la ferme de 600 hectares pour son jumeau Toussaint. Là. Chacun son univers. Après des études d'agriculture, Toussaint se consacre à 100% à l'exploitation. C'est son père qui lui a appris à conduire ce tracteur quand il avait 13 ans. Ce matin, il vient nourrir l'un des troupeaux du domaine, des charolaises et des aubracs, qui pâturent à quelques mètres de la plage. Ça m'a passionné dès petit, déjà d'être au contact des animaux, d'être au contact de la nature, et ensuite de savoir que c'était les terrains de mon arrière-grand-père, de savoir que c'est des bêtes qu'on a toujours eues, et c'est un métier, on est tout le temps dehors, au contact des animaux, et pour moi, il n'y a rien de plus beau. Viande, huile d'olive, fromage ou encore légumes, le domaine voudrait maintenant commercialiser ses produits sous sa propre marque et les vendre sur le continent. Pour l'instant, ils alimentent les 3 restaurants de la famille. Des courgettes grisettes. Il y a un côté esthétique qui est nécessaire. De la terre à l'assiette, en passant par la cuisine du chef Laurent Renard, qui officiait auparavant dans un restaurant étoilé à Calvi. On va les faire avec les langoustines. Donc là, on est sur fleur de courgette avec une mousse de langoustine. On a du safran, du pastis. Et ça, c'est servi avec des langoustines cuites à la plancha. Pour une entrée et un plat, 2 spaghettis palourdes et une linguine araignée. il faut compter 120 € en moyenne par personne. Voilà. Ils sont servis au restaurant de la plage, au Faux Air de Payotte. Parmi les clients, des hôtes du domaine, mais aussi des visiteurs extérieurs qui viennent déjeuner en bateau, comme cette famille de touristes belges. Alors, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça un des plus beaux endroits au monde. Je suis toujours ravi quand je peux venir ici. Le déjeuner les pieds dans le sable et le dîner dans une grotte. Un ancien repère de chasseurs sur lequel règne déjà Santa, héritière d'une famille qui entend laisser son empreinte sur l'histoire du tourisme en Corse.